Donc, du coup, au programme, nous allons présenter Martine Orlowski et un peu plus peut-être avec des éléments que vous ne connaissez pas. Après, Martine, tu vas nous offrir 15 minutes d'une pratique sophrologique avec un chute intérieur. Ensuite, nous avons récolté vos questions et Martine prendra le temps d'y répondre. On essaiera de faire ça de manière assez rythmée. Puis, une deuxième pratique, plutôt en tant que la posture de sophrologue, être sophrologue, une pratique sophrologique. Ensuite, un petit temps de la part de Martine sur des conseils pour une bonne installation professionnelle. Et puis après, on récoltera toutes vos questions que vous avez pu mettre dans le chat et puis même on reprendra un peu vos impressions, etc. pour les repartager et faire un dernier temps d'échange. Voilà pour le programme. On espère que ça vous plaît. Et n'hésitez pas, du coup, le chat, comme on est beaucoup et qu'on a plein de choses à se dire, on va éviter d'ouvrir les micros, mais par contre, vous pouvez vous exprimer autant que vous voulez dans le chat. Et Mathilde sera là aussi pour, si jamais vous avez des problèmes ou quoi techniques, elle pourra vous répondre, elle sera plus attentive que moi au chat. Et après, on va récupérer vos ressentis, les impressions. N'hésitez pas à mettre vos phénos après les pratiques ou tout ce que vous avez envie de dire, vous pouvez le mettre dans le chat. Voilà. Alors, on commence. Présentation de Martine. Je me suis un petit peu amusée. Martine fait de la sophrologie, pour celles et ceux qui connaissent les célèbres ouvrages de Martine. On te l'avait déjà faite, cette blague, ou pas, Martine? Oh non, jamais. C'est ironique, bien sûr. Est-ce qu'on t'avait mis une image comme ça? Peut-être pas. Non. Et voilà. Donc, je suis très fière de moi. Bravo. Donc, mais who is really Martine? Donc, on va découvrir. Avec une jolie photo de toi qui illustre bien un peu ton parcours. Beaucoup d'aventures. Tu aimes beaucoup faire plein de choses. Tu m'as envoyé un peu via ton CV toutes les expériences que tu as pu faire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc nous, je pense que ça prendrait beaucoup de temps de parler de tout ça. Donc, je me suis concentrée sur la sophrologie. Donc déjà, un petit mot sur toi. Tu es directrice de l'école, donc École de sophrologie du Languedoc, l'ESL, qui a une antenne dans le village de Vauvert à Nîmes et une autre à Paris, exactement à Vanves, juste à côté de Paris. Ton parcours sophro. Donc toi, tu commences en 1978 au cours de tes études de médecine. Tu vas rencontrer Alfonso Caicedo et découvrir l'enseignement et l'enseignement de sophrologie en Andorre. Ensuite, en 1982, tu vas être diplômé en tant que docteur en médecine généraliste et tu fais ta thèse sur la douleur et l'accompagnement sophrologique en gynéco-obstétrique. Puis en 1992, tu crées ce qui est aujourd'hui une des plus anciennes écoles de sophrologie française. Ce qu'on se disait tout à l'heure, en fait, toi, tu es l'une des dernières à t'être formée directement auprès d'Alfonso Caicedo et dans les premières à avoir créé une école. Là, c'était une école à Montpellier au départ. Donc, cette école a 30 ans cette année. Donc, clap, clap, clap. Pour les 30 ans de l'ESL. Et puis, jusqu'en 2014, soit pendant 36 ans, tu vas te former aux 12 degrés, et 12 degrés de la sophrologie. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas précisément, la sophrologie, il y a plusieurs degrés. Nous, dans l'école ESL et généralement dans les écoles, on apprend les 4 premiers degrés. Et après, en fait, il y en a encore d'autres, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc, pendant 36 ans, tu vas te former et suivre Alfonso Caicedo, notamment. Voilà. Alors, une autre petite image réalisée par Mathilde pour dresser un petit peu ton portrait, parce qu'à côté de ça, tu fais beaucoup d'autres choses aussi. Tu fais des formations, gestion du stress et communication d'entreprise. Tu as aussi enseigné à Paris 6 auprès des doctorants. Tu as fait bien sûr des consultations pour particuliers, même au niveau du sport. Tu as testé plein de publics particuliers parce que ce que j'ai remarqué, c'est que tu aimais bien essayer plein de choses différentes, je pense, et pour découvrir plein d'univers différents. Tu as été formé, tu as plusieurs DU, dont un en nutrition, un en psychologie. Et voilà, on l'a dit, une des premières sophrologues formées par Alfonso Caicedo. Tu t'es aussi formé à pas mal de choses comme, là je ne l'ai pas sous les yeux, mais des techniques comme la PNL, comme l'hypnose.
et tu as également été formée en homéopathie et en acupuncture. Et là, je ne dis pas tout, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses, mais je vous dresse un petit peu, pour que vous ayez une idée des ressources de Martine. Et donc, tu as fondé l'école en 1992, donc tu assures la direction pédagogique et tu es formatrice. Et nous, on a rajouté un petit talent parce qu'on te connaît bien. Et donc, on a rajouté ton talent qu'on donne à chaque personne. Ça, c'est une présentation qu'on fait pour chaque personne de l'ESL. Et on met le talent de la personne. Et toi, on dirait que c'est la clairvoyance et l'empathie qu'on t'a attribué comme talent, Martine. Voilà. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot, Martine, peut-être, avant de passer à la pratique, Oh, peut-être? ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que ce qui est important finalement quand on a un grand itinéraire, c'est de se rendre compte qu'au fur et à mesure, on devient de plus en plus simple. Comme si on se débarrassait de tout ce qui est un peu superflu pour revenir à l'essentiel. Et c'est ce qui fait peut-être que, au milieu de toutes les pratiques que j'ai pu aller découvrir et goûter, en piochant à droite et à gauche, j'ai gardé un peu comme pivot central la sophrologie à cause de sa volonté un peu synthétique d'assembler déjà les différentes parties qui constituent finalement un être humain et sa vie. Très intéressant. Merci. Alors, ben, du coup, on va passer, si tu veux bien, à une petite pratique parce qu'on aime bien la sophrologie ici, hein. Et du coup, pour se centrer, puis être encore plus réceptif après aux sagesses, aux petites pépites que tu vas pouvoir nous transmettre en réponse à nos questions. Donc là, si vous voulez bien couper tout le monde vos caméras et vos micros, comme on a l'habitude de faire lors des mardis sophrologie, on va faire la petite pratique. Donc, j'ai accueilli plein de nouvelles personnes après, pendant la présentation. Donc, bienvenue à tout le monde. On est une vingtaine de Juste pour participants. dire, pour voir Martine en plein écran, pour ceux qui ne connaissent pas la manip, il suffit de cliquer en haut à droite de l'image. Mathilde, t'inquiète pas. En fait, je vais arrêter le partage et Martine va s'afficher Ah, automatiquement. d'accord, excuse-moi. Ok, je pensais que. Ok, très bien. Pardon. Pas de souci, tu fais super bien ton job de la technique. Au top. Donc, je coupe ma caméra. Je désactive le partage. Hop là. Et je nous souhaite un bon voyage et puis à tout à l'heure. Ah, puis ça fait plaisir de voir la mosaïque avec tout le monde qui est là. C'est super. Bonjour à tout le monde. Allez, donc nous allons faire une petite pratique. Je l'ai nommé le chute intérieur parce que peut-être dans notre vie actuelle, on est souvent à courir, à avoir la tête pleine, etc. Et que Excuse-moi, la Martine. sophrologie a cet intérêt de nous aider à nous recentrer, à nous ramener à ce qui est essentiel peut-être pour nous. Donc, on va commencer par un petit palming, qui est une façon de mettre au repos ses yeux. Ensuite, on fera une petite flexion de la tête justement en avant, très lentement. On utilise la lenteur volontairement pour se concentrer sur cette capacité à cause de la lenteur, être essentiellement avec soi. Puis on se fera un petit chute intérieur. Et ensuite, on travaillera sur une petite flexion des avant-bras sur les bras pour ramener justement à soi de la tranquillité, puis un petit temps respiratoire. Et enfin, on s'abaissera. Alors, éloignez-vous suffisamment du support devant pour que vous puissiez vous pencher en avant, petit à petit, amener une flexion de la tête et du buste jusqu'au sol. Et ensuite, vous redressez doucement avec la sensation de réouverture vers l'extérieur. Donc, je vous invite dans un premier temps à tranquillement frictionner vos mains paume contre paume, un peu énergiquement. Si jamais vous avez des lunettes, vous prenez la précaution de les ôter. Et ensuite, vous allez placer tranquillement les mains, les paumes chaudes, devant vos yeux, de manière à faire de petites coquilles de protection,
sentir à la fois la tiédeur de vos mains et l'obscurité que vous créez. C'est un temps déjà de silence intérieur. Un de ces temps pour soi que parfois aujourd'hui nous avons du mal à trouver. Et je vous invite à en profiter. Juste être là. En accueillant les sensations. Nous recommençons encore une fois. Friction. Profitez-en pour apprécier aussi cette rapidité de passage de l'action au repos et vice-versa. Et dès que les mains sont chaudes, cette douce application de vos mains en conque, comme des coquillages délicatement posés sur vos paupières, dans une douce pénombre qui vous invite à ce moment de recueillement intérieur. Un temps tout simple de présence. Peut-être justement un temps de silence. Continuons à présent avec un mouvement lent de la tête que nous associons à l'expiration. Je vous propose de souffler doucement en laissant votre tête se pencher en avant. Utilisez le poids naturel de la tête. Soyez attentif aux sensations d'étirement de la musculature de la nuque jusqu'en haut du dos, aux sensations différentes que vous observez dans votre visage. Lorsque vous inspirez, laissez votre tête en position immobile quelques secondes. Puis, dès que vous soufflez, poursuivez cette flexion lente de la tête vers le bas, tout naturellement entraîné vers le sol par son propre poids. Prenez mieux conscience de cette attraction de la terre sur notre corps et du travail actif que nous faisons à l'inverse chaque fois que nous sommes droits. Et à l'inspire, un temps de pause. Peut-être encore une fois, expire en laissant s'enrouler de plus en plus la tête, le menton se rapprochant doucement de la poitrine, la nuque s'étirant de plus en plus. Observez les sensations que vous trouvez agréables, peut-être celles qui sont un peu étonnantes, amusantes, nouvelles. Et maintenant, tout doucement, laissez votre tête se redresser. Faites-le là encore avec beaucoup de lenteur, comme au ralenti, pour vivre en conscience ces mouvements si naturels, si ordinaires d'habitude, et que nous éclairons là, simplement en y prêtant attention. Revenez alors à la position de verticalité, cette position d'équilibre, là où notre tête peut nous sembler être comme une boule, tenant toute seule, en équilibre sur son axe. Je vous invite à renouveler une deuxième fois ce mouvement tranquille de flexion. Je souffle et en même temps je lâche ma tête et je la laisse se diriger, sans effort, vers le sol. J'observe les sensations. Je me contente de laisser faire, d'accueillir. Quand j'ai besoin d'inspirer, je m'immobilise quelques instants
Et à l'expire d'après, je poursuis cette douce flexion. J'en profite pour observer l'étirement naturel dans toute la musculature de ma nuque, de mon cou, souvent sollicitée justement par la position verticale. Je relâche mes lèvres, ma bouche entr'ouverte, mes mâchoires, ma langue à l'intérieur de la bouche. Et maintenant, je vous invite à remonter doucement, toujours en conscience, jusqu'à la posture d'alignement vertical. Cette posture que petit à petit nous avons conquise. Et lorsque vous avez retrouvé la position d'équilibre, prenez un petit temps pour prononcer pour de vrai ou mentalement chut, un petit chut, comme lorsqu'on veut justement que le silence s'installe. Un petit chut intérieur, tout doux, que vous adressez à vous-même. Dans ces moments où parfois nous pouvons avoir besoin de nous recentrer, de nous apaiser, de nous calmer. Là encore, donnez-vous le temps de ce rendez-vous privilégié. Dans une bienveillance avec vous-même. Juste vous accueillir comme un invité, un ami. Continuons maintenant avec un mouvement tranquille de flexion des avant-bras sur les bras que nous allons associer à la respiration. Laissez les paumes des mains s'ouvrir vers le bas, doigts légèrement écartés, puis inspirez et repliez tranquillement vos avant-bras sur vos bras jusqu'à ce que vos mains se rapprochent de vos épaules. Gardez quelques instants l'air, puis soufflez. Et dans cet expire, laissez les bras se relâcher, comme un soupir tranquille. Un soupir d'aise, un soupir de repos. Encore une fois, j'inspire, je ramasse en même temps tout cet air et toute l'énergie, toute la force, tout le calme. Je le garde en moi quelques secondes, avant d'expirer comme un doux soupir, en laissant mes bras se relâcher, s'ouvrir et se détendre le long du corps. Je vous invite à le refaire encore une fois, chacun à votre rythme. Et lorsque vous ramassez contre vous, contre votre poitrine, contre votre cœur, profitez-en justement pour vous apaiser, ramasser de l'apaisement, de la tranquillité. Et expire, relax. Continuons à accompagner encore cet apaisement émotionnel par une respiration rythmée 5-5. Inspirez tranquillement en comptant dans votre tête jusqu'à 5. Et soufflez, toujours sur ce tempo de 5. Vous pouvez modifier, faire 4-6 si vous préférez. Laissez-vous vous faire guider par vos sensations.
Lorsque le corps s'apaise, nos émotions se calment et notre esprit, notre mental lui aussi, se tranquillise. Et vous vivez ce moment d'harmonie où votre tête, votre cœur, votre corps sont en lien, en phase, dans cette interaction que permet justement l'apaisement. Ce moment où vous sentez quelque chose qui est comme votre centre, votre stabilité interne, vous donnant solidité, sécurité, disponibilité, ouverture. Nous allons maintenant poursuivre avec une flexion beaucoup plus importante. Vérifiez que vous avez l'espace pour pouvoir effectivement laisser petit à petit, toujours en expirant, votre tête se pencher, mais continuez en accompagnant avec vos épaules, vos bras, votre buste, de telle sorte que tout le haut de votre corps descende vers le sol, jusqu'à ce que vos mains peut-être aillent jusqu'à vos chevilles, vos pieds, ou peut-être même le sol. Restez quelques instants dans cette posture, les cuisses suffisamment écartées pour que votre buste puisse prendre sa place au milieu. Sentez l'arrondi de la colonne, le poids de tout le haut du corps. Puis, doucement, amorcez la remontée en ayant soin de dérouler votre colonne depuis votre bassin et sentir comme vertèbre après vertèbre le redressement s'effectuer sur la partie dorsale, jusqu'aux épaules, jusqu'à la nuque et la tête. Laissez alors vos bras s'élever vers le ciel. Ouvrez les paumes et sentez l'ouverture vers le haut, comme si vous étiez au soleil, à profiter du soleil, de l'air, de l'espace. Et recommencez encore une fois. Laissez les bras redescendre. Laissez-vous vous abaisser en vous enroulant progressivement la tête, les épaules, les bras, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, le bassin, jusqu'à ce que tout le haut du corps soit en flexion et que peut-être vous touchiez vos jambes ou vos pieds avec vos mains. Peut-être certains sentent le sol, la présence de la terre à laquelle nous sommes reliés. Alors, après quelques instants de ce repos, commencez la remontée en conscience, ce redressement qui a été si important pour nous, êtres humains. Remontez en sentant l'énergie qui vous permet, à partir de votre bassin, de redresser le bas de la colonne, puis la colonne lombaire, puis la partie du dos, les omoplates, les épaules, la nuque. Laissez la tête et les bras s'élever, comme si vous vous ouvriez cette fois-ci vers le haut, à l'inverse, vers le soleil, l'espace, toute cette énergie, d'autant plus perceptible dans cette saison de printemps et qui va se poursuivre avec l'été et toute la force de cette énergie, que vous accueillez les bras grands ouverts, en imaginant la lumière, le soleil, et ce lien avec l'extérieur. Quand vous le souhaitez, vous laissez tout doucement vos bras revenir en position de repos
vous restaurez une posture qui vous semble confortable. Autorisez-vous à vous laisser guider par vos propres sensations. Peut-être vous êtes mieux bien droit sur la chaise, peut-être plutôt en avant, peut-être en appui, le dos contre le dossier. Et là encore, donnez-vous un temps. Un de ces moments privilégiés pour juste être là. Parfois, dans notre vie quotidienne un peu agitée, remplie de multiples activités, c'est difficile de trouver un temps pour se recentrer, se poser, faire ce petit chute intérieur qui, parce qu'il apaise tout ce qui est agité, permet qu'émerge au contraire tout ce qui est important. Nos sensations d'équilibre, de bien-être, de sécurité, de force, nos émotions positives, de joie, d'envie, de motivation, d'apaisement. Prenez le temps de respirer encore une ou deux fois profondément en vous remplissant de tous ces sentiments positifs. À chaque inspiration, imaginez que c'est comme l'air que vous respirez, que vous faites diffuser de la même manière que l'oxygène vient dans vos poumons, puis est pris en charge par vos vaisseaux et transféré jusqu'aux moindres cellules de tout votre corps. Alors, apaisé et en même temps rechargé, je vais vous proposer de vous préparer à reprendre tranquillement un peu de tonus pour que nous puissions continuer notre séance. Vous réimaginez le contexte, cette séance du mardi, cette fin de journée, le groupe. Puis, vous commencez une reprise toujours progressive pour respecter votre physiologie. Respirez profondément en exagérant l'inspire. Faites-le au moins 2 ou 3 fois. Puis, commencez à faire des petites mimiques. Bâillez, faites quelques petites grimaces avec le visage, remuez vos mains, remuez un peu les orteils et les pieds. Puis, commencez à bouger votre nuque, vos bras, vos jambes. Et petit à petit, laissez-vous vous étirer. Étirez-vous longuement, là encore, en prenant tout le temps nécessaire, jusqu'à ce que vous perceviez que non seulement le tonus et l'énergie est parfaitement revenu, mais que votre vigilance, elle aussi, est là, et que vous pouvez alors spontanément réouvrir vos yeux. Merci beaucoup, Martine, pour cette belle pratique. Alors, je vais remettre le petit diaporama. Hop là, et j'ai ajouté quelques personnes aussi qui ont attendu patiemment pendant la pratique pour arriver. Alors, du coup, si vous voulez, comme d'habitude, comme dans les mardis sophrologie, si vous avez envie de mettre un petit mot sur comment vous avez vécu cette pratique, je pense que ça fera toujours plaisir à Martine d'avoir un petit retour et puis d'exprimer un peu comment vous l'avez vécu. C'est sympa de voir les différences entre chacun, comme on a tous une expérience unique. Voilà, là, si vous voulez remettre vos caméras, vous pouvez, parce que tant que vous n'ouvrez pas votre micro, vous n'allez pas être enregistré. Un peu là. Donc, bienvenue aux nouvelles arrivantes. Donc, merci Martine, c'est toujours très agréable de t'écouter. J'ai eu cette idée que c'était un peu comme
comme tu es la fondatrice de l'école et tout, ça faisait un peu comme si on avait une maman, en fait. La maman qui vient apporter douceur, sécurité. Merci pour ta belle sophronisation. Donc, je redis pour les personnes qui viennent d'arriver, vous pouvez mettre dans le chat aussi des commentaires et des questions qui vous viennent. Et à la fin, on prendra un temps et on reprendra vos questions, vos retours à Martine que vous avez envie de faire. Mathilde les transmettra et on y répondra. Voilà, donc n'hésitez pas à écrire dans le chat. Alors, c'est parti pour les questions que vous aviez envoyées sur Facebook et par email. Il y en a eu une par email. Je remercie cette personne qui a envoyé la question par email. Et sinon, on a eu il y a eu plusieurs questions sur Facebook. Donc, on en a au total 11. Et pour faire quelque chose d'assez rythmé, on va essayer de contrôler un petit peu le temps parce qu'on se donne à peu près 15 minutes max pour 10-11 questions. Martine, tu es mise à l'épreuve ce soir. Il n'y a que toi qui travailles presque. Tu fais les sophronisation, réponse aux questions. Ça va aller? Oui, ça va. Ok, On va faire le petit jeu des questions. voilà, c'est ça. Ok, alors, moi, je vais mettre un petit chrono. Ouais, ou pas. Non, on va faire comme ça. Alors, c'est parti. Question numéro 1. Alors, question qui a été posée. Comment au mieux mettre en conscience la mort dans la vie et accompagner les vivants dans le deuil de leurs proches? Ah, ça commence fort. Ouais. Alors, je crois que de toute façon, hein, quand on est, ça veut dire qu'on accepte d'être mortel. On fait beaucoup de choses pour essayer d'oublier ça, mais c'est vrai que ça reste peut-être la prise de conscience la plus profonde qu'on puisse avoir, hein, qu'on est mortel. Alors, comment accompagner la mort finalement dans la vie? J'aurais tendance à dire que d'abord, c'est de célébrer la vie. Je pense que dans les personnes que j'ai pu accompagner, ce que j'ai repéré, c'est que toutes celles qui ont l'impression d'avoir bien rempli leur vie, ou en tout cas d'avoir été en accord avec eux, d'avoir réalisé des choses qui leur convenaient, même s'il y a évidemment des épreuves et des difficultés, je pense qu'elles elles acceptent assez facilement, malgré tout, l'étape que constitue la mort. Ce qui est peut-être plus difficile par rapport à la mort, même si ça reste toujours un questionnement, c'est la dégradation et la souffrance, hein. Accompagner la mort dans la vie, c'est plus pour moi la difficulté des fois d'accompagner la souffrance et les pertes physiques, etc., que la notion elle-même de la mort. On s'arrête Et là? comment? J'allais dire, on s'arrête là? Tu as besoin de temps Alors, supplémentaire? juste dire accompagner les vivants dans le deuil, c'est évidemment plus compliqué pour les vivants et on ne peut pas aller plus vite que la musique. Ce qui me semble important dans le deuil, c'est être capable de respecter finalement les étapes qui ont été maintenant déterminées autour du deuil et de ne pas vouloir aller plus vite que ça. Ok. Ben, merci beaucoup. En 2 minutes, je crois que tu as fait. Donc, pour une si vaste question, bravo. Question numéro 2. Les sujets donc les sujets par sujet, on entend les personnes, les sophronisants, qui ne font pas les exercices. Quelle posture adopter? Une double posture. D'une part, ne pas lâcher pour autant, en invitant à poursuivre et en leur prémâchant des fois un petit peu le travail, c'est-à-dire leur donner des exercices, une petite liste, des exercices enregistrés, etc. Mais ensuite, j'aurais tendance à trouver qu'aujourd'hui, on est quand même de plus en plus devant une difficulté pour les personnes de s'entraîner, de devenir autonomes. Et que je pense qu'il va falloir réviser un peu notre copie à ce niveau-là et accepter aussi quelque part ce mode de fonctionnement en se disant que il y a des personnes qui auront besoin
pendant longtemps finalement d'avoir une forme d'alibi en groupe ou en individuel pour vivre ces moments-là et que ce sera difficile de les faire pratiquer tout seul et que peut-être l'alternance avec le groupe peut être une bonne astuce. Martine, tu triches, tu réponds déjà à la question qu'il y a plus tard, que je t'ai dite au téléphone. Mais c'est pas celle-là. Là, c'était vraiment les sujets qui font pas les exercices, quelle posture adopter. Donc, c'est plutôt la première partie de ta réponse qui est que il faut trouver des astuces et des fois pré-mâcher le travail, quoi. C'est ça, donner des enregistrements, choses comme ça. Oui, regarder dans le cours de la journée à quel moment le sujet peut introduire des petits bouts d'exercice. Souvent lâcher un peu sur des exercices très standards dans lesquels on fera une induction et puis une activation, etc. Et faire ce que j'appelle mes exercices NVNC, c'est-à-dire ni vu ni connu, des exercices très brefs, mais qui permettent quand même de montrer que le sujet peut poser son attention sur quelque chose, et en particulier sur son corps, justement, pour Très se bien, rendre compte qu'il est préoccupé par quelque chose et qu'il n'est pas obligé de rester dans cette rumination, par exemple, très ou bien. qu'il est dans un état de stress et qu'il n'est pas non plus automatiquement soumis à cet état-là. Voilà. Très bien. Merci. Question numéro 3. Quand finir, et là c'est la question à laquelle tu répondais en fait, quand finir un accompagnement individuel alors que le sujet souhaite continuer, mais est-ce que le sophrologue il dit au bout d'un moment, bon ce serait peut-être mieux d'arrêter au bout d'un moment? Qu'en penses-tu? Ben, je trouve que ça dépend du carnet de rendez-vous du sophrologue. Si le sophrologue a de la place, moi je vois pas d'inconvénient. Si c'est clair pour le sophrologue et pour le sujet de poursuivre l'accompagnement, de poursuivre l'accompagnement. Euh, J'aurais tendance à dire que si le sujet veut continuer, eh bien c'est un peu comme une activité qui lui permet de se recentrer sur lui. Et aujourd'hui, on n'a pas beaucoup finalement de moments où on peut être attentif à soi et en même temps avec d'autres. Mm. Et pouvoir éventuellement partager sans s'occuper du regard de l'autre ou de ce que les autres vont penser, etc. Donc être authentique, être vrai, tout en étant avec d'autres et pouvoir partager des choses profondes, c'est pas si courant que ça aujourd'hui. Et je Mm. pense que ça a cette fonction-là. Il y a une grande solitude, un isolement important, je pense aujourd'hui, peut-être encore accentué avec le Covid, mais qui est de toute façon certainement un élément sociétal. Très bien. Donc tu Euh, disais pourquoi pas orienter peut-être après vers plus du groupe, ce que tu Ça proposes. peut. Ou les mardis sophrologiques. Oui, les Ou mardis. d'autres choses aussi. Mm. Il y a plein de choses maintenant qui existent. Je pense que le fait de se rapprocher des autres dans des activités qui conviennent, c'est important. Mm. Ça fait un peu comme un espace sécurisé, bienveillant, où la personne elle peut se sentir qu'elle peut se laisser aller, Oui, et puis c'est quand même cultiver son jardin, hein. cultiver son jardin, tout à fait. Et donc, Jean, réviser par rapport à ça, sa copie où on disait avant 8 séances, c'est pas mal, et on lit ça un peu dans les bouquins de sophro. Et là, revoir avec le contexte sociétal, en fait, autre chose. Mais Euh, il y a une différence entre vouloir atteindre un objectif précis, et j'aurais tendance à garder ce petit timing de 4 à 8 séances à peu près pour avoir terminé sur un objectif concret. Mais ensuite, les sujets peuvent avoir l'intuition, même s'ils ne sont pas dans une démarche automatiquement de développement personnel, ils peuvent avoir l'intuition que ça leur fait du bien pour quelque chose d'autre que la cause pour laquelle ils étaient venus. Et c'est plutôt bon signe. Très bien. Mathilde, j'ai vu que tu voulais dire quelque chose. oui, c'était juste pour savoir si on avait le temps du coup de répondre à la question de Magali, puisqu'elle est en lien avec la question 3. Ben, on le fera après, en fait. Là, on fait toutes C'est les en lien. questions. Et à la fin, on revient là, vous posez toutes les questions dans le chat et on revient dessus. Voilà. On continue. Question numéro 4. Comment accompagner au mieux quelqu'un qui se bat contre un cancer incurable? Quand terminer l'accompagnement individuel? Alors, pour moi, je ne termine pas l'accompagnement individuel. Je continue jusqu'à ce que la personne ne soit plus là. Donc ça, voilà, ça c'est déjà quand terminé, c'est pas vous finalement qui le fixez.
et comment accompagner au mieux quelqu'un qui se bat contre un cancer incurable, je pense que vous pouvez vous focaliser, une fois que le cancer est dit incurable, ou vous pouvez vous focaliser sur le fait que c'est un cancer incurable, ou alors vous pouvez vous focaliser sur le fait que le sujet est vivant, avec un cancer incurable, ce qui est tout à fait différent. Et à ce moment-là, eh bien, de toute façon, on ne va pas le guérir en principe de son cancer incurable. Donc, on va l'accompagner pour qu'il ait la vie la plus, malgré tout, agréable possible dans cette situation-là. Et c'est une sorte de parenthèse, tant d'ailleurs pour la douleur que par rapport parfois à certains regrets ou par rapport aussi à l'isolement dans lequel peut être un sujet. Voilà, donc c'est une sorte de parenthèse, je trouve un peu lumineuse souvent la sophrologie dans des situations comme ça. Et aussi une manière de ne pas lâcher la main. Beaucoup Ok. de personnes, quand elles se retrouvent dans cette situation, euh, c'est comme si le vide se fait autour d'elles. Parce que peut-être beaucoup de personnes ont un peu de crainte de la proximité de la mort, même si ça n'est pas la leur. Tout à fait. Merci beaucoup. Question, oula non, question numéro 5. Comment garder contact et trouver une supervision pour vivre au mieux son rôle de sophrologue, comme créer un groupe de partage, etc. Souhaiteriez-vous faire partie de ce genre de réseau? Ressentez-vous le besoin d'espace de partage et supervision? Alors, cette question, d'abord, elle a été posée en groupe. On se l'est posée avec d'autres personnes. Vous pouvez mettre dans le chat si ça, vous aussi, en tant que sophrologue, vous ressentez le besoin d'une supervision, comment vous avez réussi à combler ce besoin, si vous avez trouvé des solutions. Et sinon, c'est un peu une réflexion qu'on pose là et qui peut-être à la suite de cette masterclass, peut-être en septembre prochain, va aboutir à la création peut-être d'un groupe où il y aurait peut-être comme un cercle de partage chaque mois à voir et de pouvoir déposer dans ce groupe. À voir. Est-ce que Martine, tu veux rebondir un petit peu là-dessus, sur la supervision? Je pense que la supervision est quelque chose de riche. Ça peut résoudre des problèmes ponctuels. Pour les sophrologues, quand ils commencent leur installation, souvent c'est rassurant et c'est enrichissant de partager pas seulement avec un superviseur, mais aussi avec des pairs, hein. C'est pas toujours l'élément du superviseur qui est le plus important. C'est le fait de pouvoir finalement partager avec d'autres qui me semble l'élément essentiel. Alors, la difficulté, c'est maintenir une stabilité dans la supervision. C'est assez compliqué aujourd'hui, souvent, de faire que des personnes s'engagent sur une supervision régulière, etc. Donc peut-être les modes actuels de visio, d'inscription en ligne, etc., sont des systèmes un peu comme on fait pour les mardis, où il y en a qui viennent, et puis ensuite il y en a d'autres qui font en replay, etc. Je me dis peut-être on pourrait plus facilement envisager quelque chose sous une forme comme ça, qui pourrait être un échange en face à face avec ceux qui le souhaitent, et puis des questions posées dans lesquelles on pourrait aborder un certain nombre de thèmes, de sujets ou de situations compliquées que les uns et les autres peuvent rencontrer. Super. Merci. Et le plus important, peut-être, c'est le fait de garder le contact. On a créé les mardis sophrologiques pour ça, parce que la sophrologie, tout en cherchant justement à, à mettre en avant la relation et l'importance de l'interaction entre les êtres humains, finalement, l'exercice du sophrologue est assez solitaire et entre nous, il y a peu de rencontres réellement possibles. Donc les mardis sophrologiques sont venus remplir ça dans un objectif un peu grand public. euh, et peut-être que la supervision pourrait l'être un peu plus pour des professionnels. Pourquoi pas? Ça peut être une bonne idée. Super. Question numéro 6. Comment ne pas oublier dans sa pratique que la sophro a 12 degrés et pas seulement 4, ce qui permet de l'enrichir et de la développer dans sa vocation prophylactique? Et donc, moi, j'ai ajouté, peux-tu développer sur les degrés, Martine, et où est-ce qu'on peut se former pour Alors, développer? sur les degrés, donc effectivement, le premier cycle, qui est le cycle fondamental, va déjà ouvrir, en particulier quand on arrive sur le 4e degré, des éléments qui seront travaillés dans les degrés ultérieurs. Il y a un deuxième
cycles de 4 degrés qui sont plus sur des éléments un peu de renforcement de ce qui est travaillé au niveau énergétique, donc avec les sons, et ensuite une très jolie partie sur d'où nous venons, la conscience de la place phylogénétique que l'on a dans le développement des espèces et de comment on a abouti finalement à l'être humain, et d'autre part du développement dans notre propre histoire au niveau ontogénétique depuis nos 2 premières cellules jusqu'à ce qu'on devienne nous. Donc à la fois cette énergie de vie qu'on n'arrive pas à fabriquer et en même temps la conscience d'appartenir à quelque chose de plus vaste. Et ensuite, les 4 degrés existentiels sont des degrés qui sont beaucoup plus sur des valeurs, de manière à ce que on devienne de plus en plus acteur finalement de sa vie, avec un choix de qu'est-ce qui compte pour nous. Des fois, on passe beaucoup de temps à faire des choses qui finalement, quand on y réfléchit, n'ont pas tant d'importance que ça. Voilà. Donc le travail est fait autour de ça, et c'est pas seulement sur de la SAP, c'est-à-dire de la pensée, des éléments positifs, c'est aussi comment notre psychisme a un impact sur la manière dont on construit sa vie. Donc c'est plus une manière de pouvoir quelque part influer aussi sur la programmation de sa vie, de ses choix de vie, etc. Et où est-ce que, par exemple, là, c'est aussi Alors, une où est-ce qu'on peut se former? Voilà. Alors, il y a deux grands éléments qui existent. Le courant des caïcédiens, dans lequel il est possible de se former, donc en Andorre auprès de la fille de Caicedo. Et ensuite, il y a en France, il y a le courant des non caïcédiens. Donc là, moi, je l'enseigne dans le cadre du réseau des académies, avec l'Académie de Paris, et on enseigne effectivement les degrés. Il y a d'autres écoles aussi, comme le CEAS par exemple, qui enseignent certains bouts des autres degrés. Ok, super. Merci. Question numéro 7. Peut-on mélanger la sophrologie avec d'autres disciplines, sophro, hypnose, EMDR, énergétique, astrologie, coaching, CNV, etc. etc. Qu'en penses-tu? Alors moi, j'espère qu'on va continuer le travail de Caicedo, qui a été déjà de faire des synthèses de disciplines qui existaient à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas le MDR, il n'y avait pas le coaching, il n'y avait pas la CNV, etc. C'était un embryon, en quelque sorte, dans d'autres choses, mais ça n'était pas identifié en tant que tel. Donc, je pense qu'on n'invente rien, mais on continue à améliorer. Et je pense qu'il faut continuer à améliorer aussi la sophrologie à ce niveau-là. Donc, ce qui est en jeu, c'est pas tellement faire que la sophrologie reste unique, c'est comment bien relier les différentes matières pour que on ne fasse pas du coaching quand on fait de la sophrologie et inversement, c'est-à-dire que le sujet sache qu'est-ce qu'il utilise de telle et telle discipline, qu'est-ce qui est complémentaire finalement là-dedans. Et non pas une espèce de no man's land, un peu mixage avec toutes sortes de choses dans lesquelles le sophrologue lui-même ne se retrouve pas. C'est ce qui me semble le plus compliqué en fait, c'est que chacun ait une formation suffisante dans les données, alors soit en gardant une formation de base et ensuite en ajoutant des bouts en fonction de ce qui est cherché, soit en ayant plusieurs formations, mais d'un certain niveau, et qui font que vous pouvez associer les deux. Je trouve plus délicat de faire une espèce de melting pot en ne donnant rien sur les origines de ce qui est travaillé. Je trouve que l'hypnose a des éléments intéressants, que le coaching a des éléments intéressants, que la CNV a des éléments intéressants, et que c'est une bonne chose de bien piocher qu'est-ce qui est spécifique là-dedans et qui vient justement apporter une pierre supplémentaire ou une ouverture à la sophrologie. Et au téléphone, tout à l'heure, tu me disais quelque chose d'un peu différent. Tu me disais que ce qui comptait au final, c'était que ça fonctionne en fait. Et que en fait, la personne, si elle a besoin, elle préfère parler, Oui. etc.
Oui, c'est aussi un autre élément. C'est-à-dire que je pense que chacun a aussi sa personnalité, et donc ses appétences et ses goûts. Il y en a qui vont beaucoup aimer parler, donc l'hypnose va mieux convenir. Il y en a qui préféreront plus les éléments un peu relationnels comme on l'a dans la CNV. Il y en a qui sont un peu plus pragmatiques et opérationnels comme le MDR. Donc je pense que ça aussi, c'est un élément qui est important. Suivre, qu'est-ce qui vous paraît une fois que vous commencez à être dans ce chemin? Qu'est-ce qui vous donne le plus de plaisir, si vous voulez, dans le travail et vous semble le plus convenir à ce que vous êtes aussi? Le praticien, mais aussi la personne qui reçoit. Oui, mais bon, le praticien en premier, hein, puisque c'est le praticien qui va transmettre ensuite la méthode. Ok, merci. On va faire une pause après, Martine, parce que tu vas Oui, être fatiguée, hein. Peut-être qu'on va faire une pause eau après les questions. Alors, 8. Comment faire lorsqu'au bout des 8 séances annoncées, le résultat n'est pas là, l'objectif n'est pas rempli? alors moi, j'aurais tendance à dire, premièrement, ne pas se flageller. Ne pas se culpabiliser en se disant, j'ai pas fait du bon boulot, je suis pas arrivé, etc. C'est toujours compliqué de savoir est-ce qu'on a rempli un objectif. Parfois, on peut avoir un résultat qui ne semble pas probant et qui finalement va être peut-être plus intéressant que si on était arrivé au résultat attendu. Je pense aussi que 8 séances, comme on en parlait aussi tout à l'heure, c'est un élément à la louche et que le temps, il est subjectif, ça dépend des personnes. Parfois, il faudra une année pour avoir un résultat. Euh, Si on garde une bonne alliance, il me semble que le travail est fait ensemble et qu'à ce moment-là, la responsabilité est partagée. Au fond, c'est ça qui est le plus important dans le travail en sophro. C'est pas qu'on atteigne l'objectif, c'est qu'on fasse un chemin ensemble et que le sujet finalement devienne acteur petit à petit de plus en plus de sa vie, de ses choix et qu'il se rende compte qu'il a pas une action sur tout, mais une marge de manœuvre malgré tout. Super, merci. Question numéro 9. C'est moi qui l'ai mise. Quel est ton secret de jouvence? As-tu des rituels bien-être? Alors moi, oui, j'ai des rituels bien-être. Quand je me réveille le matin, je me fais toujours un temps de réveil en douceur avec des petits automassages, des étirements, de la respiration, etc. Alors, selon mon temps, ça peut durer 5 minutes ou ça peut durer 20 minutes. Voilà. Après, je deviens plus sage. C'est vrai que je suis quelqu'un de très actif, etc. J'ai pas besoin de beaucoup de repos, mais je deviens quand même plus sage. Et quand je sens que je suis un peu fatiguée, eh bien, je m'accorde maintenant 5 ou 10 minutes de repos. Où je me lève et je vais marcher quelques minutes dehors ou prendre le soleil, etc. Donc je pense que euh, le secret, c'est finalement de s'écouter puis de se respecter et de se faire du bien. C'est beau. Et d'oser, et d'oser. Et d'oser, ouais. Oser se mettre au premier plan pour ça. Je dis souvent, vous êtes la personne la plus importante et si vous ne prenez pas soin de vous, personne ne prendra soin de vous. Mais quand je dis que vous êtes la personne la plus importante, ça ne veut pas dire que vous négligez les autres. C'est pas ça. Mais je pense que c'est une attention à porter. C'est certainement ça, me semble-t-il, le secret. Et après, là, ma dernière expérience qui m'a un peu bouleversée par le sinistre que j'ai subi m'a permis de mieux comprendre quelque chose que j'avais commencé à percevoir, c'est la nécessité de prendre du recul. Et que le recul, ça se prend avec le temps. Que le jour même, eh bien, ça bouleverse. Le lendemain, un peu moins. Et puis, au bout d'un mois, beaucoup moins. Et au bout de 2 mois, presque plus. Voilà. Ça, c'est le mouvement normal. Après, vous pouvez perturber votre cerveau en tournant en boucle. Ça, c'est votre choix. Et je pense qu'on arrive à nettoyer ce mauvais choix de tourner en boucle. Mais que le temps a besoin d'être là. Super. Le temps. Et après, dans les rituels de bien-être, c'est tout le plaisir. Moi, j'ai mon deuxième petit-fils qui vient de naître, et ben voilà, c'est le bonheur intégral.
hein, Hmm. de passer des moments privilégiés avec ce qui finalement est important. Et la question d'après, qui est un peu dans la même idée, c'est pratiques-tu la sophrologie au quotidien? Alors oui, alors pas toujours sous la forme de séances, mais moi je pense que petit à petit je suis un peu devenue de la sophrologie, c'est-à-dire que j'ai comme une traduction simultanée presque dans ma tête et dans mon corps, c'est-à-dire que Par je exemple? perçois très très vite quand mon esprit commence à balayer sur des choses qui sont pas bénéfiques. Je perçois très vite quand mon corps commence à me donner des indications. Alors je l'écoute pas toujours, hein, mais voilà, je pense que c'est cette attention permanente en fait qui petit à petit se développe. Hmm. Merci. Et alors, dernière question. Quel conseil pour une bonne respiration au quotidien et pour les personnes qui font de l'apnée du sommeil? Alors ça, les personnes qui font de l'apnée du sommeil, ça n'est pas seulement dépendant de l'hygiène de vie, etc. Bien sûr, si vous buvez beaucoup d'alcool, si vous avez un surpoids, si vous mangez très lourd le soir, bon, vous faites tout ce qu'il faut pour perturber votre respiration. Mais il y a des personnes qui sont minces, qui ont une bonne hygiène, donc là, il faut appareiller. Donc voilà, il y a pas, là, c'est le médecin qui répond. Sur les conseils sur une bonne respiration au quotidien, moi, je pense que c'est être assez souvent attentif à sa respiration. Finalement, sans qu'on s'en rende compte, on est quand même souvent avec des respirations limitées. Parce qu'on vit dans des espaces confinés, parce qu'on est assis, parce qu'on est en train de regarder quelque chose qui nous passionne ou nous perturbe, etc. Et je pense que du coup, on perturbe notre respiration parce qu'on est dans beaucoup de situations perturbantes. Ce qui fait que la respiration peut être un témoin de toute l'importance et la multiplicité de ces situations et de s'en servir un peu comme pilier pour revenir tout bêtement à une respiration abdominale. Moi, je reviens à ma respiration abdominale, sentir mon rythme, poser mes mains sur mon ventre, détendre un peu mes épaules, enfin, des choses toutes bêtes, toutes simples. Hmm. Super. Ben, merci pour toutes ces richesses, Martine. Ces petites pépites, on va les mettre en capsule avec Mathilde et cet été, on va les rediffuser petit bout par petit bout sur Facebook. C'est du beau Euh, travail que vous faites. Bravo. Merci. Et donc, du coup, on va passer dans notre petit programme. Bienvenue encore, il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées entre-temps, donc bienvenue à vous. Dans notre programme, on va faire une deuxième pratique qui est cette fois-ci tournée sur être sophrologue. Mais si vous voulez avant, je propose peut-être, surtout pour toi, Martine, si tu veux, si vous voulez qu'on fasse 2 minutes de pause, je ne sais pas s'il y a besoin de boire de l'eau, je ne sais pas si vous avez besoin d'aller aux toilettes ou quoi. Comment tu te sens, toi, Martine? Ah, moi, je pense que vous me connaissez quand vous m'avez subi en enseignement, je peux continuer non-stop pendant 12 heures. Donc, Oui, c'est vrai. Bon, Par contre, je ne sais pas si on aura le temps de répondre. On finit à 20h pile? non, non, c'est 20h15. Ah, ok, très bien. Ouais. J'avais écrit 20h sur l'événement, c'est pour ça. Ok, très bien. Ouais, on a modifié entre temps. On est bon, je crois, niveau timing, on est pas mal. Comme vous voulez, mais on si. peut se donner 2 minutes pour que vous vous leviez, aller boire un petit truc et revenir. C'est tout à fait On fait possible. ça? Oui, c'est une Allez, on bonne fait idée. ça. Rendez-vous dans 2 minutes. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as, mon minouchi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas aller là? Ben voilà. Voilà.
Mathilde, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. J'ai vu ton message, alors est-ce que tu veux donner une indication pour épingler peut-être? Ah non, attends, est-ce que tu peux répéter? J'ai pas entendu. Tu disais que toi, tu avais eu des soucis pour épingler, qu'il t'a fallu épingler la caméra. Ouais, en fait, quand tu as arrêté la présentation, ça a mis en fait toutes les caméras et ça n'a pas mis la caméra de Martine automatiquement en plus grande et cintrée, quoi. Après, Voilà. Ok, donc si vous avez le même problème, du coup, quand Martine là, va faire sa pratique, si vous voulez voir que Martine, il faut épingler. Donc, bah, vas-y, si tu peux expliquer comment il faut faire. ouais. Bah, attends, je vais partager mon écran, ça sera plus simple. Tac. Ah, Bah non, j'arrêterai le partage d'écran, bah, c'est pas grave, hein, tu as besoin de ton diapo. non, mais ça veut dire qu'il faut que je te donne le droit de partager ton écran. Ok. Ça va être un peu compliqué, C'est non? c'est pas grave. Ok, c'est pas grave. Donc, mais c'est tout bête, hein, il suffit de cliquer sur la caméra de Martine, voilà, qui vient de revenir d'ailleurs. En haut à droite, vous avez trois petits points. Donc, il faut cliquer dessus. Un menu déroulant s'affiche. Vous avez deux options. Vous avez discussion et épingler. Bah, c'est tout simplement épingler. Et sachant que si Mary est en présentation, c'est normal que vous ne voyez pas Martine en plein écran. Il faudra attendre que Mary, voilà, il faudra attendre, c'est ça, que Mary coupe la présentation pour la voir en plein écran. Voilà, donc c'est tout simple, hein, en haut à droite, clic gauche et épingler. Voilà, pour la petite Pour info. l'exercice sera plus simple. Merci Mathilde. Bon, bah du coup, si Martine, c'est bon pour toi, Allez, on va, bah, alors du coup, normalement, tout le monde, normalement, c'est bon, les micros sont coupés. Les caméras, là, la bande passante, ça a l'air d'être bien. Donc, je sais pas, peut-être que Martine, ça te fait plaisir de voir des visages, auquel cas on peut les laisser, hein. Peut-être faire un rappel aussi que la séance est enregistrée, donc voilà, les personnes qui ne souhaitent pas voir leur visage, parce que ça sera rediffusé en replay, pardon. Donc n'hésitez Oui, pas à voilà, couper votre caméra. mais en fait, c'est fait de telle sorte que c'est seulement la personne qui parle qu'on voit dans l'enregistrement. Ah Donc, oui, là, normalement, si vous avez au micro coupé, on ne vous voit pas, donc tout le long, on ne vous verra pas. Voilà, voilà. Bon, eh bien, je nous souhaite une belle 10 minutes de pratique sur être sophrologue. À allez, tout on va à l'heure. commencer donc en position debout. On travaillera avec le fait de poser les mains sur les différentes zones du corps. Ensuite, on fera l'exercice respiratoire où on bouge tous les orifices pour bien sentir toute cette énergie à l'intérieur. Après, un petit barattage abdominal et on terminera assis en posture avec les sons. On utilisera le haut pour le bas, on utilisera le et dans la zone thoracique, le a vers le haut, et on travaillera en même temps sur d'où est-ce qu'on vient au niveau de son espèce, d'où est-ce qu'on est dans son histoire, et puis comment on peut se projeter dans son projet justement de vie, etc. D'accord? Je vous invite donc à vous placer debout. Donc vous installez debout avec les deux pieds dans l'alignement naturel de votre bassin, de vos épaules. Vous prenez conscience de la posture de verticalité, l'alignement de votre corps, de la tête aux pieds, et en fermant les yeux, de la sensation naturelle du balancement qui vous permet de garder l'équilibre. Nous posons maintenant sur la tête, les mains, peut-être une main sur le front, une main sur l'arrière du crâne. Et prenons conscience de cette partie de notre corps, de l'énergie qui est là, dans la tête, dans le cerveau, dans toutes ces glandes qui régissent l'équilibre du corps. Nous descendons maintenant nos mains tout autour du cou, au niveau de la gorge. Nous pouvons en profiter pour étirer légèrement avec les coudes.
et percevoir là encore cette zone de jonction, cette zone d'énergie. Avec cette glande thyroïde qui est en avant de la gorge. Et maintenant, une main vient sur le devant de la poitrine et le dos de l'autre main se place en face, dans le dos. Et nous prenons un temps pour nous concentrer sur cette partie de notre corps. Cet étage où sont situées deux des grandes fonctions. Nous poursuivons en glissant les mains. La main devant vient se placer sur le haut du ventre, au-dessus du nombril. Et la main dans le dos se positionne en face, dans le bas du dos, début de la région lombaire. Conscience de cet étage de notre corps, là où est peut-être notre premier cerveau, cet appareil digestif, grâce auquel nous pouvons vivre en interaction avec l'extérieur. Nous pouvons sentir la vie qui est là, avec tous ces micro-organismes qui sont présents et nous aident à digérer. Nos mains maintenant se glissent et celle de devant vient se placer sous le nombril, celle de l'arrière sur le sacrum. Conscience de la partie inférieure du corps, du centre de gravité qui est là, de cette énergie ayant permis notre différenciation sexuelle, de cette énergie présente dans nos jambes, nous permettant la locomotion. Nous réunissons maintenant nos mains sur le nombril. Et pendant quelques instants, prenons conscience de la globalité de notre corps, de cette entité que nous sommes. Cette multitude d'éléments différents qui s'unifient pour un même objectif, vivre. Nous laissons les bras, les mains se relâcher et nous préparons à l'exercice dans lequel nous fermerons volontairement, après une grande inspiration, tous les orifices de la face, comme pour nous refermer encore un peu plus vers l'intérieur. Inspiration en levant les mains vers le visage, apnée et fermeture des oreilles avec les pouces, 2 doigts posés sur les globes oculaires, 2 autres doigts posés sur le nez. Nous nous penchons un peu en avant, de manière à bien sentir la colonne d'air, et nous poussons cet air sous pression de la tête jusqu'au bas du plancher pelvien. Quand il n'est plus possible de tenir l'apnée, nous expulsons violemment par le nez en lâchant tout. Et relaxant, se redressant, prenez soin de déglutir pour bien rétablir les pressions internes. Accueil des sensations, de cette énergie qui est là, dedans. Je vous invite à reprendre une deuxième fois ce mouvement, inspiration, fermeture des oreilles, des yeux, du nez, semi-flexion en avant, poussée de toute la colonne d'air jusqu'au plancher pelvien, jusqu'au sphincter anal. Sentez bien toute la communication de la tête jusqu'en bas.
Et lorsque l'apnée ne peut plus être maintenue, expulsion profonde, rapide, en enlevant bien sûr les doigts des différents orifices. Retour à la position verticale, déglutition pour bien rétablir les pressions internes et petit temps d'intégration. Conscience un peu plus profonde de l'intérieur de moi-même, de toute cette vie des organes à l'intérieur, de leur coordination, de leur action spécifique. Je vous invite à poursuivre avec un deuxième exercice qui va mobiliser d'une manière plus importante la sphère abdominale. Nous écartons un peu plus les pieds, nous fléchissons sur les genoux, nous plaçons les mains en appui sur les genoux. Et dans cette posture, inspiration profonde, expiration, rétention et mouvements abdominaux en mobilisant au maximum toute la sphère abdominale à l'aide des muscles. Quand il n'est plus possible, là encore, de tenir l'apnée, expirez. Retrouvez une respiration naturelle pendant quelques instants. Accueillez les sensations. Et encore une fois, inspiration, expire. Restez en apnée à la fin de l'expire et mobilisez la région abdominale. Entrez, sortez le ventre le plus possible pour créer un massage profond de toute cette région intra-abdominale. Et quand cela n'est plus possible, respirez de nouveau librement. Lâchez maintenant vos bras, redressez-vous doucement jusqu'à la verticalité. Et toujours un temps tranquille d'accueil. C'est ce moment qui est le moment le plus important, ce moment où la conscience se pose, là, avec votre corps. À partir de ce que vous éprouvez. Laissez-vous maintenant vous reculer pour vous asseoir sur le siège. Asseyez-vous dans une position un peu droite, soit en milieu de chaise, soit en bord de chaise. Quelques respirations profondes. Les mains maintenant se posent sur la partie basse du ventre, sous le nombril. Et nous utilisons, pour stimuler cette région, toute l'énergie de cette région, la voyelle O. Inspiration. Chacun émet le son avec l'intensité, la tonalité qui lui plaît. Si vous préférez aussi émettre le son non audible, uniquement mental, cela est possible.
Continuez encore à émettre le son, soit en audible, soit en non audible, en le dirigeant volontairement dans cette partie basse de votre corps, votre bassin, votre ventre, les organes qui sont là, tout le bas du corps. Puis vous laissez la stimulation sonore s'apaiser. Et prenez là encore un temps pour accueillir cette énergie des sons qui vient faire vibrer les tissus, les cellules dans cette partie profonde de votre corps. Et je vous invite à en profiter pour vous relier à vos origines. Les origines de tout ce qui a donné la vie, des premières espèces vivantes, avec toutes les mutations qui se sont produites, toutes les adaptations qui se sont faites, jusqu'à ce que nous soyons là aujourd'hui. Avec le développement de tous nos ancêtres inscrits dans notre corps, nos tissus, nos cellules. Toute cette vie, toute la puissance et la force de l'évolution de la vie, dont vous gardez les traces. Cette énergie incroyable qui fait que des molécules se sont assemblées, des cellules se sont formées, se sont regroupées en tissus, en organes, qui collaborent et coopèrent. Puis, vous laissez tranquillement vos mains se poser maintenant sur la région de votre thorax. Et nous allons éveiller cette zone avec le son E. Inspiration. Le son peut être audible ou non audible, utilisé mentalement. Et vous le projetez dans cette région de votre corps avec les tissus, les cellules qui s'y trouvent. Et je vous invite maintenant à vous relier, cette fois-ci, à votre propre vie, votre propre histoire, qui fait que vous êtes né, vous avez grandi, évolué, et que vous êtes là aujourd'hui, porteur déjà de toute une histoire.
Puis, vous laissez maintenant vos mains se poser avec le bout des doigts sur le front, entre les deux yeux. Et je vous invite à stimuler toute cette région avec le A. Toujours en audible ou en non audible, selon votre souhait, en envoyant, dirigeant le son dans cette partie de votre corps, votre tête, votre cerveau, vos organes sensoriels. Puis en laissant vos mains se relâcher, je vous propose de vous projeter, justement, dans vos choix de vie, dans cette vie de sophrologue vers lequel vous vous tournez, avec ce que vous avez découvert pour vous-même et avez envie de transmettre à d'autres. Comment vous transmettez ce que vous êtes. Reliez-vous à ce qui vous a touché, ce qui a fait que cela vous a intéressé, au point d'avoir envie de le retransmettre. Rappelez-vous vos questionnements, vos doutes, vos erreurs. Et l'importance qu'ils ont justement pour vous permettre petit à petit de poursuivre sur votre chemin. Rappelez-vous les moments de découverte, les moments de joie, de plénitude, d'enthousiasme, et que vous avez envie de partager. Et laissez-vous vous projeter en confiance vers ce futur que de plus en plus vous construisez avec vos valeurs, vos choix. Prenez le temps de respirer profondément avec ce sentiment de confiance. Confiance en vous. Confiance dans vos choix. Confiance dans vos capacités à vous adapter, à évoluer. Et avant de terminer maintenant, sentez-vous reliés, ne serait-ce que là, comme nous le sommes, reliés, tous ensemble, par le biais des ondes. Reliés parce qu'il nous tient à cœur, parce que nous avons partagé et que nous continuons à partager avec d'autres. Dans une vaste chaîne humaine. Avec les valeurs qui sont les vôtres, qui donnent du sens à ce que vous faites, à ce que vous vivez. Alors, laissez-vous maintenant, tout en restant bien rempli de tous ces éléments bénéfiques, reprendre un peu de tonus. Respirez profondément. Laissez-vous bouger. Vous étirez en douceur.
Et à la fin, quand vous le souhaiterez, vous pourrez décider de réouvrir vos yeux. Merci Martine pour cette deuxième pratique. Ah, je vais remettre le partage. J'ai adoré personnellement me relier à cette vaste chaîne humaine, comme tu dis. Ça fait du bien. Si vous avez envie de nous mettre en commentaire, comme là on est nombreux et qu'il est déjà 20h15, vous pouvez mettre en commentaire dans le chat vos ressentis et tout, et on va prendre le temps de tout lire. Et donc, il est 20h15, donc vous êtes libre, si vous souhaitez, de partir quand vous voulez. Hein. Il n'y a même pas besoin d'ouvrir la porte, vous avez juste à cliquer. Et donc, ce qu'on va faire pour pas trop dépasser, je pense qu'on va rester jusqu'à 20h30, si c'est OK pour toi, Martine. Oui, je peux. Ouais, super. Et on va tout enregistrer et après, on mettra ça sur Facebook et sur la page ESL Sophrologie. Mathilde vous a mis le lien, je crois, au tout début du chat. C'est une page qui est publique et donc vous n'avez pas besoin de compte Facebook pour pouvoir voir ce qu'il y a dessus. Donc on mettra, il y aura on verra Martine, mais on ne vous verra pas vos têtes si vous n'ouvrez pas vos micros. Confidentialité. Donc, pour continuer un petit peu, dans notre programme, on en est après la deuxième pratique. Je proposais qu'on parle pendant à peu près une dizaine de minutes sur tes conseils, Martine, parce que là, il y a dans le public, il y a beaucoup de personnes qui sont soit déjà sophrologues, jeunes sophrologues, ou peut-être même ça fait plusieurs années, ou des personnes qui vont devenir sophrologues. Et alors, quels pourraient être tes conseils? Parce que moi, j'ai eu beaucoup de retours, c'est difficile de créer sa patientèle, en fait. Une fois qu'on est diplômé, on est prêt et on attend, et des fois, il n'y a pas grand monde. Quels seraient tes conseils, Martine, par rapport à ça? Eh bien, mon premier conseil, c'est de dire que c'est pas la même chose d'être sophrologue et de se vendre. Voilà. Donc, on n'a pas tous les mêmes capacités pour ça. Ce que j'observe, c'est que il y en a qui ont déjà, par le biais de leur métier précédent ou autre, des savoir-faire là-dessus. Donc, évidemment, c'est plus aisé. Il y en a d'autres qui en ont pas. Donc, ben, ils sont tout jeunes, il va falloir qu'ils débutent. Et la moins bonne des choses à faire, c'est d'attendre. Parce qu'effectivement, mettre sa plaque et attendre, ça va pas marcher. Ça marchera au bout d'un certain temps avec le bouche à oreille. Mais la première chose, c'est effectivement prendre le plus d'opportunités possible pour aller à la rencontre des personnes. Et pour moi, ne pas automatiquement chercher à se spécialiser immédiatement dans un domaine. Parce que ce que j'observe, c'est que ça n'est pas toujours parce que vous avez envie de travailler dans tel domaine que ça fonctionne. Donc, j'ai plutôt tendance à C'est conseiller. ça, c'est justement au contraire, c'est des fois on peut se dire je vais trouver une spécialité, comme ça j'aurai une valeur ajoutée, peut-être que ça peut fonctionner pour certaines personnes. Oui, ça peut fonctionner pour certaines personnes, mais ça demande déjà d'étudier un petit peu autour de soi le type possible de clientèle et de besoins, selon l'endroit où on habite, etc. Qu'est-ce qu'il y a aussi autour, hein, comme autre praticien, que ce soit en sophrologie ou autre, et de voir s'il y a des synergies ou des complémentarités possibles. Mais en dehors de vraiment, si vous êtes attiré par un public et un élément très spécifique, j'ai tendance à penser qu'il faut que vous alliez prospecter d'une façon un peu large, hein, en essayant de autant travailler avec. On a un public souvent féminin, hein, c'est un mystère pour personne. La plupart des personnes qui viennent sont des femmes. Donc, vous vous doutez que ce qui est intéressant avec les femmes, c'est qu'on les a un peu à toutes les tranches. On les a quand elles sont jeunes filles, etc. Mais on les a beaucoup dans toute la période où elles peuvent être mamans, en activité, etc. On les a après quand il y a la période d'activité professionnelle, de ménopause, etc. Et ensuite encore un peu plus loin. Donc,
je pense que c'est compliqué pour moi de se dire je vais me spécialiser uniquement dans un domaine. Et moi, souvent, je conseille plutôt de ratisser un peu large et en fonction de ce qui répond, à ce moment-là, d'effectuer des spécialisations. Si vous avez un ORL autour de vous qui est appétent ou un audioprothésiste, bien évidemment, vous formez sur les acouphènes, c'est une bonne chose. Si vous avez un tissu avec beaucoup d'écoles autour et des familles de jeunes, etc., peut-être que c'est intéressant de travailler plutôt avec des jeunes et des enfants ou des jeunes parents. Donc, il me semble qu'il faut quand même faire un minimum d'études de qu'est-ce qui est autour et pas trop partir de l'idée, voilà, je suis sophrologue, je suis merveilleux et Mm. on va venir vers moi. Mm. Donc Ça, pour ça, il existe beaucoup de choses sur Internet. Il y a il y a beaucoup de ressources sur Internet sur c'est faire une étude de marché en fait, oui. comment s'y prendre, etc. Voilà. Alors, c'est une étude de marché mini quand même, hein. C'est regarder, je me dis, dans un rayon de 30 kilomètres à peu près, quels sont les autres professionnels, que ce soit de sophro ou autres, hein. Et puis, quelles sont les institutions qui sont autour, les entreprises, les établissements. Et puis, ensuite, frapper aux portes. Et malheureusement, c'est vrai que on peut frapper à 10 portes et avoir un non. Et puis ensuite, on pourra avoir, hein, ben, laissez-moi vos coordonnées, puis ensuite on sera rappelé, etc. Et souvent, il y a besoin d'un peu de temps. C'est-à-dire que la difficulté, c'est que ça ne répond pas immédiatement. Assez fréquemment, les gens ont besoin d'un temps de réflexion. Ils peuvent être intéressés et il faut revenir. Quand ils sont intéressés, s'ils ne vous rappellent pas, mais qu'ils ont dit, ah ben, ça m'intéresserait, il faut oser revenir, etc. Et des fois, il faut revenir 2, 3 fois avant que finalement ça se déclenche. L'idéal pour moi est d'essayer de mixer le type d'activité. C'est-à-dire de ne pas faire, par exemple, que de l'individuel ou que du groupe ou que de l'établissement ou de l'entreprise, mais d'essayer d'avoir plusieurs registres. Ça vous met moins en insécurité. Parce que même si on se rend compte que finalement, par exemple, des consultations individuelles, les gens, bien, ils font un certain nombre de consultations, puis ils s'arrêtent, par définition. Euh, mais finalement, on observe que dans le temps, il y en a d'autres qui arrivent. C'est comme ça aussi que ça se développe. Il y a un renouvellement, en fait, qui se fait progressivement. Mais ça peut demander un peu de temps. Donc, c'est plus sécurisant d'avoir, par exemple, du travail de groupe dans lequel on peut proposer de faire des petits forfaits, par exemple, de 4 ou 6 séances, ce qui fait que ça donne une certaine sécurité et de pouvoir aussi chercher à prospecter auprès de certains établissements ou entreprises, parce qu'à ce moment-là, ce ne sont plus les mêmes enveloppes qui sont, qui sont en jeu. Et ça peut permettre de donner un peu de respiration. Parce que d'un seul coup, on va avoir 300 ou 600 euros qui vont rentrer, ce qui n'est pas la même chose que une séance même répétée dans la semaine. Voilà, surtout que les individuels ne s'engagent pas, donc il se peut qu'il y ait certains individuels qui vont venir 2 fois et qui ne vont jamais revenir. Et également aussi, il y a le côté du travail. La préparation pour un groupe, elle peut se dupliquer peut-être si c'est Voilà. en entreprise, alors que pour des individuels, c'était plus difficile de dupliquer. Est-ce que tu aurais des conseils par rapport à ça aussi sur le ratio rentabilité, entre guillemets, parce qu'une séance de sophro, là, c'est environ 50 euros, ça dépend pour qui, mais généralement, c'est 50 euros. Et des fois, le temps de préparation, surtout quand on est jeune sophrologue, est assez long. Donc finalement, si on remet un taux horaire, c'est vraiment, c'est peut-être moins du SMIC, quoi. Oui, mais assez vite quand même, le temps de préparation va se réduire. Parce que d'abord, vous commencez toujours par des séances, je dirais, basiques, dans lesquelles normalement, même pendant votre formation, vous avez déjà acquis le savoir-faire. Et ensuite, effectivement, vous allez adapter. Mais je pense que au début, comme ça a été le cas quand vous étiez en formation, vous pouvez passer 1 heure ou 2 heures des fois à préparer une séance. Ensuite, j'ai tendance à penser que vous réfléchissez à une séance, mais comme on réfléchit à un autre projet.
Vous n'êtes pas toujours avec le temps occupé, si vous voulez, par rapport à ça. Et je me dis, il vous faut, mettons au début, il vous faut peut-être prendre 10 minutes, un quart d'heure pour réfléchir à une séance, hein, si vous n'avez pas eu le temps d'y penser avant. Mais souvent, le mieux, c'est de prendre quelques notes. Et puis, quand vous avez un petit moment, de réfléchir à la personne, parce que les idées aussi maturent, finalement. Vous pouvez avoir des idées tout de suite sur qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis, en fait, quand vous laissez dans votre tête un peu trottiner la situation, la personne, ce qu'elle vous a raconté, ce que vous avez ressenti, eh bien, il y a d'autres pistes qui vous sont données. Tout à fait. Donc, Et alors, moi, je une pense dernière qu'il y a question. besoin, pour moi, souvent au départ, il y a besoin, quand vous n'avez pas l'habitude de peut-être faire votre petit résumé, mettons 20 minutes à peu près, de résumé de votre première consultation et qui vous permet de tirer à peu près les axes de travail. Ça, il vaut mieux le faire, à mon sens, dans la journée pour ne pas trop perdre la fraîcheur de votre réflexion. Et après, laissez plutôt les choses se maturer dans votre tête. Super, bonne idée, merci. Et alors, dernière petite question, et puis après, on va prendre le temps, je pense qu'on va un petit peu dépasser, mais pour vraiment lire tout ce que vous avez écrit. La dernière question, c'était par rapport à la rumeur comme quoi il y a des séances de sophrologie qui vont être remboursées. Est-ce qu'on n'était pas d'accord avec mes collègues de sophrologie, on n'était pas au clair sur combien de séances vont être remboursées, à partir de quand? Est-ce que, Martine, tu en sais quelque chose? Non, j'ai pas d'éléments précis sur ça, sur combien de séances. Je sais qu'il y a déjà des mutuelles, si tu veux. Après, est-ce que comme en psychologie, on va avoir vraiment des remboursements par rapport à ça? C'est pas exclu. Bon, de toute façon, ce sera pas non plus un nombre incalculable, hein, d'éléments. Le plus important, à mon avis, ne sera pas tellement le fait que ce soit remboursé, ce sera plutôt sur la valorisation de la méthode, la reconnaissance, si tu veux. C'est ça, sera de plus en plus connu, comme d'aller voir un Voilà, kiné. et moins inquiétant, si tu veux, pour beaucoup de personnes. Et c'est vrai que avoir peut-être 3 ou 4 séances remboursées, ça permet après de plus facilement voir l'intérêt de consacrer un budget à ça. Voilà, et quand on se rend compte que ça fait du bien, après, la Voilà. personne Et puis, je pense que du coup, les mutuelles peuvent, à ce moment-là, accompagner un peu plus. Actuellement, on a des forfaits qui sont quand même assez petits. C'est vrai pour l'ostéo, pour toutes les autres disciplines. Mais je pense que progressivement, cette part va devenir plus importante. Tout à fait. Et puis, là, du coup, les personnes aussi, c'est vraiment, il y a un engouement qui se fait sur le développement intérieur. Donc, Oui, tout ce qui est le bien-être, etc. Il y a pas mal d'études qui sont faites, hein. On sait qu'on a une croissance d'à peu près 7%, hein, combien? par an sur toutes ces disciplines-là. Donc, c'est effectivement un gros marché, quoi. Combien tu dis, Martine? 7%, je crois, c'est la croissance. Ok, merci beaucoup pour tout ça. Merci beaucoup pour tout ça. Et donc là, maintenant, on va revenir au chat et à tout ce que vous avez pu écrire dans le chat. Est-ce que… Remboursement? Oui, c'est Jean-Paul. C'est Jean-Paul. Oui, bonjour Jean-Paul. Bonjour, très contente de vous retrouver. Pardon, je vous avais un petit peu abandonné. Alors, mais c'était pour la bonne cause. Je présente ma synthèse, encore une, d'hypnothérapeute. Excuse-moi de te couper, Jean-Paul, mais est-ce que je voudrais faire le même traitement pour tout le monde? Oui. Et du coup, je voudrais que, comme j'ai dit au tout début, on va plutôt privilégier de relire tout ce qui a été écrit. Ah, pardon. Non, mais simplement, je voulais rebondir sur les remboursements. La plupart de mes… Ta question, je suis désolée d'être assez carrée, mais j'ai à cœur de donner le même traitement pour tout le monde. Est-ce que tu peux écrire ta question dans le chat et on va y répondre? C'est pas une question, c'était une réponse, mais bon, comme tu veux. Parce que là, en fait, tu vas être enregistré. C'est pour ça aussi. Oui, mais la réponse, c'était une réponse par rapport au remboursement. Okay. Il y a des remboursements. Il y a une grande quantité de mutuelles qui remboursent. Alors, c'est tout à fait symbolique, hein, c'est de l'ordre de 30 à 35 euros. Mais il y a une mutuelle, je ne me rappelle plus. On peut retrouver tout ça sur la chambre syndicale de la sophrologie. Ça fait déjà quelques années. Ils ont une liste et moi, j'ai effectivement des patients qui sont remboursés, alors de l'ordre de 30 euros. En fait,
On se demandait surtout par rapport à la sécurité sociale, en fait. Il y a des rumeurs comme Ah quoi… non, sécurité sociale, oui, d'accord. Oui, non, ça c'est complémentaire uniquement. Ok, Ok, bon, je te laisse. merci. Alors, du coup, est-ce que Mathilde, tu veux nous faire un petit… Est-ce que tu as dû suivre, du coup, le chat? Est-ce que tu veux faire un petit retour sur… Oui, déjà, je vois que beaucoup de personnes ont apprécié différentes séances de Martine. Ça fait de bien à beaucoup de monde, donc merci beaucoup. Et j'aimerais du coup passer, peut-être répondre à certaines questions, mais à mon avis, on n'aurait clairement pas le temps de répondre à toutes les questions dans le chat, puisqu'il est il est déjà 20h30. Du coup, on peut se dire que de toute façon, on enregistre là. Ouais. Vous n'ouvrez pas vos micros, vous n'êtes pas sur la capsule et on rediffusera par petits bouts. On va rediffuser l'intégrale et vous prendrez ce que vous voulez et après, on fera des petites capsules au long de l'été. Ok. Oh, ça, il n'y a pas de souci. Mais comme ça, vous partez quand vous voulez, en fait, on peut dire ça. Oui, c'est ça. De toute façon, il y aura un timecode dans le replay. Vous pourrez directement aller voir la question qui vous intéresse. Donc ça, ce n'est pas un problème. Donc, je ne sais pas comment tu vois la chose, si on fait dans l'ordre chronologique ou si on privilégie différentes questions. J'avoue que… Enfin, je vois… Martine, tu disposes de combien de temps? Moi, je suis très tranquille. Je vois une question sur un ado, là, qui a beaucoup rigolé pendant un exercice de RD et comment faire pour accepter de les faire parce que c'est ridicule et qu'on Voilà, c'est ça, ouais, la question de Magali. des explications. C'est un cas très fréquent, ça, le rire. Alors, encore plus, bien sûr, chez les ados, mais ça existe aussi chez les adultes, etc., dès qu'on est en groupe, avec cette sensation un peu de ridicule. Alors, moi, je pense que le plus important déjà, c'est vraiment de valoriser le rire et de rire avec. Si on peut partir en fou rire, etc., c'est parfait, en valorisant le rire comme une expiration prolongée, un élément de détente, etc. Ensuite, chercher éventuellement, justement, comment on peut faire les exercices pour qu'ils soient encore plus marrants. Tu vois, faire exprès de hausser les épaules, d'écouter les mains, enfin, etc. Parce que c'est une manière de décharger des tensions. Et ne pas, si vous voulez, la sophro, c'est pas automatiquement sérieux. Hein. On peut le faire sous un mode qui est amusant et ça ne veut pas dire que parce que le sujet rit, que automatiquement il n'est pas sensible. Donc je pense que pour le sophrologue ça peut être un peu déstabilisant, mais à mon avis pour ceux qui le vivent ça l'est pas. Mais même pas en groupe. Quand en groupe tout le groupe rigole, etc., ça pose pas de problème en réalité. Donc il ne faut pas chercher à expliquer, à rendre sérieux la sophro. Oui, ça. Ok, super. Peut-être qu'on peut faire chronologiquement, Mathilde. Est-ce que tu peux nous… On peut le faire toutes les deux. Oui, pas tout de suite. J'ai les questions sous les yeux. La seconde question, c'est une question de Virginie qui demande comment accompagner au mieux un sujet qui a des TOC. Alors, un sujet qui a des TOC souvent, c'est augmenté par son état émotionnel et anxieux et son stress. Donc, on revient à un travail basique, général, de travail sur la gestion de ses tensions, de son stress, etc. C'est comme ça qu'on va travailler avec le TOC, dans un premier temps. Moi, c'est le premier conseil déjà que je donne. Et ensuite, on peut arriver à faire vivre le TOC un peu autrement, si tu veux, sur des éléments, non pas d'essayer de le rejeter, mais au contraire de l'accompagner dedans. Ça, c'est une deuxième piste de travail. Super, merci beaucoup. Après, il y a la question, quelle est la place aujourd'hui de la sophrologie dans les milieux médicaux? Et si la sophrologie n'est pas issue du milieu médical, cela pose-t-il problème? Alors, est-ce que c'est, je lis le sophrologie, alors est-ce que c'est le sophrologue ou la sophrologie? Parce que la sophrologie, oui, elle le est sophrologue. issue du milieu médical. Donc, si le sophrologue n'est pas issu du milieu médical, ça ne pose aucun problème, à condition qu'il se positionne bien clairement lui-même, c'est-à-dire en accompagnement d'une personne et non pas d'une pathologie. Dans le milieu médical, c'est de plus en plus
malgré tout reconnu. Il y a de plus en plus de médecins, etc., qui le conseillent, qui le prescrivent même, etc. C'est maintenant relativement admis dans le milieu médical quand même. Hein. Ok, super. La consensus scientifique aussi, pardon, excusez-moi. Après, il y a eu des retours sur du coup le groupe de partage pour échanger. Donc, il y a plusieurs personnes qui trouvent que ce serait enrichissant. Et il y a aussi Magali qui disait que les groupes Facebook sont d'une grande aide parce que c'est vrai qu'il existe déjà beaucoup de groupes Facebook. Oui. Et elle dit que certaines sophrologues plus expérimentés partagent leurs connaissances et c'est très enrichissant. Ouais, il y en a plein, il ne faut pas hésiter à en rejoindre. Voilà. Ensuite, il y a Joanne qui pose plusieurs questions. Donc, la première, quel est le rôle de l'Académie de sophrologie dont j'ai vu le site sur un lien depuis le site de l'ESL? Nous, on est en lien avec l'Académie de sophrologie puisque c'est l'Académie de sophrologie qui a la certification qui délivre la certification RNCP. Donc, on travaille avec eux justement pour que notre enseignement puisse vous faire bénéficier de la certification. Voilà. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je travaille avec eux aussi sur l'enseignement des autres degrés dans ce qu'on appelle le cycle supérieur. Donc, c'est son rôle en fait. Son rôle est de former aux autres degrés et de valider. Alors, l'académie, en même temps, est comme nous, une école de sophrologie sur le cycle fondamental et sur des spécialisations, et elle valide, si tu veux, les autres formations pour la certification, et elle coordonne notre travail autour de l'enseignement du cycle supérieur avec d'autres écoles. Voilà. Ok, super. Ensuite, la question d'après, c'est quel est l'enseignement de l'ESL? Est-il considéré comme caïcédien, même si elle n'en fait pas plus partie? Alors ça, moi, je peux répondre. L'enseignement de l'ESL est considéré, suit l'enseignement caïcédien, puisque Martine, tu as été formée auprès de Caicedo, mais pour pouvoir garder l'appellation école caïcédienne, il ne faut pas accepter le RNCP. Et donc, du coup, de ce fait, comme l'école peut être validée en RNCP et fait partie de l'Académie de sophrologie, elle n'est pas considérée comme relevant de la marque caïcédienne. C'est correct? Oui, oui. Quelle est la place de la sophro en France? Comment est-elle considérée? Et le savez-vous pour la Suisse? Alors, dans les pays francophones, c'est assez connu la sophrologie, beaucoup plus que dans des pays hispanophones ou des pays anglophones. En Belgique aussi, c'est assez connu. Et en France, il y a un gros travail qui a été fait de reconnaissance grâce aux syndicats et au RNCP. Donc, c'est vrai qu'elle a une grande place. En Suisse, je ne saurais pas dire. En Suisse aussi, elle a été très très développée sur la partie prophylactique. Elle reste encore relativement importante, hein, développée. Elle est présente aussi d'une manière non négligeable en Italie. Bon, elle l'est beaucoup moins en Allemagne, par exemple, et dans les pays nordiques. Ok. Pouvez-vous expliquer quel est le déroulement de la première année à distance? N'est-ce pas contre-productif de ne pas faire que du... Alors, c'est écrit viventiel, je pense que ça voulait dire en direct, quoi, présentiel. Je pense que c'était ça. Ben, alors, depuis la visio, ça s'est quand même amélioré. Auparavant, on avait des formations à distance pour des gens qui habitent loin, qui sont dans l'impossibilité de se déplacer. Ce que moi j'observais, on avait donc un accompagnement avec un formateur attitré, etc. Ce que j'observais, c'est que ça obligeait les personnes à se mobiliser d'une manière importante sur l'entraînement. Donc finalement, quand ils venaient en deuxième année, souvent, ils étaient très largement au niveau. Après, ça n'est pas possible pour tout. La deuxième année, par exemple, où il y a beaucoup de travail interactif, ça me semble difficile. Et c'est évident que, en ayant eu l'expérience de la visio, rien pour moi ne remplace le présentiel. Mais il y a des éléments qui peuvent être faits en distanciel pour des histoires de convenance et de diminution des fois de coûts sur les déplacements, etc. Donc, c'est pas non plus à rejeter. Et de toute façon, il faut se dire qu'avec ce qui s'est passé, on ne reviendra pas en arrière. La place que prend le distanciel dans la formation va devenir un élément incontournable. Moi, je le vois dans les formations médicales, dans d'autres formations, il y a une place qui ne partira pas.
Il y a des mix qui peuvent être faits entre présentiel et L'idéal serait ça, de faire un mix. faire des mix. Super. Alors après, il y a eu énormément de merci. Je pense que tu peux les lire le message aussi, Martine. Merci, ça fait beaucoup de bien. Merci, 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 merci. Et après, donc il y a Cédric. Alors, on a posé ta question, Cédric. Je ne sais pas si tu étais là à ce moment-là. Sinon, on remettra le replay. Tu reposes ta question sur... alors, je me lance avec ma belle-mère qui a un cancer généralisé et j'essaie de m'adapter au mieux avec elle. Je lui ai fait pratiquer notre première séance allongée car elle avait très mal au ventre, cancer des ovaires, du péritoine et de la plèvre. J'ai orienté mon premier protocole sur la douleur. Les 2 premiers protocoles, je ne sais pas trop où aller après. Alors ça, je ne sais pas ce que tu en penses, Martine, mais c'est une question qui est vraiment très spécifique. Et je pense, alors je sais Moi, pas je pense qu'il peut le concentrer un petit peu sur la douleur sans se faire trop d'illusions non plus. Mais si la personne est assez réceptive, ça peut permettre d'avoir une sédation au moins sur le moment, donc ce qui est déjà pas mal. On peut peut-être arriver à réduire un peu l'importance des traitements. Et après, moi, je pense qu'il faut amener un travail plus général que sur le cancer. Il faut réamener un travail, voilà, de sensorialité, de mobilité, de ce qui fonctionne quand même à l'intérieur, etc. Pour moi, tant qu'un sujet il est vivant, on travaille avec le fait qu'il est vivant. Super. Bon, c'est là, ça s'arrête là pour les questions. Il est 20h40, ça va, il n'est pas trop tard. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé et surtout à toi. Merci Martine pour Merci d'être restée si longtemps. tes beaux